Bonjour mes petits padawans. Alors, troisième volet, mais vous savez, à chaque fois je reprends un petit peu le volet précédent. C'est une forme de pédagogie vachement active, très créative. Bon, bref. La dernière fois, dans les grandes questions de l'art, j'avais à la fin évoqué le beau. Comme souvent, comme beaucoup de professeurs, de médiateurs, etc. Le beau, on s'y frotte, mais on s'y confronte pas vraiment. Vous savez ce que c'est? C'est ces mots valises énormes, comme l'art, comme la culture, etc. C'est des mots tellement lourds, tellement gros, que finalement on les contourne, on les entoure, mais on s'y confronte pas, on les traverse pas. Donc, la dernière fois, à propos du beau, vous avez cité des exemples, mais j'avais fait un petit peu comme tout le monde. J'ai tourné autour, j'ai parlé de chefs-d'œuvre, j'ai parlé effectivement d'exemples de beau, j'ai parlé surtout d'un indicateur du beau, c'était les femmes. Les femmes à travers l'art, je vous avais dit, ça a souvent servi justement à aider l'œil, à aider l'esprit aussi à comprendre ce qu'était le beau. Aujourd'hui, j'assume, je me confronte, je décide de rentrer dans le dur. Donc, on va essayer d'un peu mieux définir le beau, parce que c'est important. Et parce que, autrement, il n'y a pas grand monde qui le fait, comme je l'ai dit précédemment. Donc, le beau, c'est une notion, effectivement, qui date de l'Antiquité grecque, et plusieurs philosophes donc s'y sont confrontés. Un certain nombre ont rapproché le beau et le bon, ce qu'on avait vu un petit peu la dernière fois. Et donc, pour un certain nombre de ces philosophes, le beau, ce qui est charmant, ce qui est joli, ce qui est merveilleux, ce qui est sublime, ce qui est superbe, souvent on ne fait que accoler donc des adjectifs. Et le plus accolé, celui qui est le plus semblable au beau, c'est le bon. Le bon, c'est ce qui fait du bien. Et on va voir très très rapidement qu'il s'est passé une sorte d'inversion étrange, mais fréquente. C'est-à-dire que on a complètement retourné la charge de la preuve. Je m'explique. On croit que c'est l'art qui a produit le beau. Pas du tout. C'est la nature. Le beau, d'abord, c'est dans la nature. Le beau, c'est un beau coucher de soleil. Le beau, c'est une belle couleur qui apparaît le soir ou le matin à l'aube. Le beau, c'est une sensation, c'est une émotion. Vous savez, souvent, en art, on a commencé à le voir, les émotions sont très importantes. Et là, dans la notion de beau, bien sûr, c'est subjectif, mais cette émotion, elle va avoir un certain nombre de récurrences, elle va revenir. Et donc, on va pouvoir essayer de trouver les règles du beau. Entre autres, un certain nombre de philosophes grecs, comme Xénophon, se sont eux aussi, comme moi aujourd'hui, se sont coltés à la notion de beau. Xénophon va trouver trois types de beauté. Il va dire, en gros, on va partir, les canons de la beauté, donc il y a une sorte de beauté idéale. C'est aussi ce que reprendra Platon, après on verra. Après cette beauté idéale, il y a une beauté spirituelle, l'esprit du beau. Et enfin, pour la vie quotidienne, pour nos habitudes, pour nos références, il y a la beauté utile. Et là, c'est le beau bon. On retrouve cette hiérarchie, cette alliance. Pour Platon, sa notion est beaucoup plus complexe, comme souvent. Remarquez, vous avez retenu donc de vos jeunes années ou moins jeunes que la pensée de Platon est aussi obscure que la caverne dont il aime faire l'allégorie.
Donc, chez Platon, il y a une pensée qui va marquer longtemps notre sens du beau, et encore de nos jours. C'est-à-dire que pour lui, il y a deux voies. Il y a la voie de la beauté comme une harmonie, un ensemble de proportions justes, agréable, beauté bon. Et il y a la beauté splendeur. La beauté splendeur, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire justement, et qui sort peut-être de cette harmonie, qui est tellement inhabituelle que ça en devient quelque chose de beau par son originalité, par sa rareté. Cette beauté splendeur, c'est celle qui sera peut-être la plus moderne, la plus contemporaine après. On verra. Donc, à travers ces notions, donc chez Xénophon et d'autres, on verra Héraclite aussi, donc il y a aussi donc, ce sentiment de l'harmonie, des proportions, de la mesure, etc. Le fameux nombre d'or vient de là. En architecture, c'est très important, mais en art aussi. Et donc, on verra au fur et à mesure que dans la beauté grecque, on va avoir une vraie tension entre deux pôles. Premier pôle, le pôle qu'on peut appeler apollinien, le dieu Apollon. C'est la mesure, c'est la symétrie, l'équilibre, l'harmonie dans les formes, l'harmonie dans les couleurs aussi, ça c'est important, on le verra plus tard. Donc, il y a cette première piste, ce premier pôle qui est apollinien, le pôle apollinien, avec l'harmonie, la mesure, la symétrie, etc. On va le retrouver très très souvent au niveau donc, que de la beauté et des canons de la beauté. En revanche, il y a aussi un autre pôle qui est en rupture, qui n'est pas forcément dans l'harmonie, au contraire, dans la démesure et dans le chaos. C'est ce qu'on va appeler l'hubris. Contrairement à l'harmonie, c'est l'hubris, c'est ce qui nous échappe, c'est ce qui échappe à la règle. On parle de l'hubris d'un personnage, de l'hubris d'un être. On a beaucoup parlé à propos de certaines crises ou de certains scandales, de l'hubris d'un homme récemment. L'hubris, c'est donc un pôle, une position qui n'est plus l'apollinienne et qu'on va appeler le pôle dionysiaque. L'apollinien, le dionysiaque. C'est un peu comme le côté obscur, le côté clair, etc., etc. Le yin, le yang. Vous voyez, c'est ce rapport entre les deux qui est intéressant, la tension. L'un sans l'autre n'existerait sans doute pas. C'est ça ce qui est important dans l'Antiquité grecque et qui va nous être transmis. Au fur et à mesure, on va sortir donc de l'Antiquité grecque. Les Romains ont suivi à peu près les mêmes canons. La sculpture romaine ressemble fortement à la sculpture grecque de Polyclète ou de Praxitèle. Les philosophes romains ont repris avec un grand nombre de petites nuances les thèses de Xénophon, d'Héraclite, de Platon, donc de Socrate. Et donc, la complexité de la beauté antique, cette opposition entre ces deux pôles, va parcourir l'Antiquité. Le Moyen-Âge. L'arrivée dans le Moyen-Âge, on l'a vu, elle est progressive, etc. Elle va s'échelonner. La caractéristique, on l'a vu donc que du Moyen-Âge, c'est que le monde médiéval est profondément religieux. La religion catholique marque complètement l'époque médiévale. C'est une époque sacrée. C'est une époque aussi où, je vous l'avais dit, sur d'autres sujets, l'homme est moins important. Vous vous rappelez que les artistes grecs sont à la recherche de la perfection, de voir comment l'homme peut être représenté le plus parfaitement possible, les athlètes, etc. Et donc, ce souci-là n'est plus le premier souci au Moyen-Âge.
On se moque un petit peu d'être précis, de bien représenter, on se moque un petit peu de tout ce qui est bien proportionné, au millimètre près, etc. Et c'est justement pour cet aspect-là, l'homme n'est plus au centre du débat, que on va s'éloigner donc des proportions. C'est pas forcément parce que c'est une période fruste comme on l'a dit, c'est simplement un changement de paradigme, un changement d'axe. Donc voilà, le Moyen-Âge, c'est aussi le fait que on redécouvre, avec Platon, en exacerbant Platon, que le monde est semblable à un grand animal un peu sauvage, que les formes parfaites n'existent pas, et donc tout est acceptable dans les proportions diverses, etc. Même si c'est pas la même représentation qu'une magnifique statue donc de Polyclète ou de Praxitèle, n'est pas grave. Les vierges qui sont représentées au Moyen-Âge, les icônes qui ne sont plus du tout en relief, en perspective, mais qui sont complètement plates, etc., ne se soucient absolument pas de la représentation ou de la représentativité. Il ne s'agit pas d'être réaliste, il s'agit d'être croyant, profondément religieux. Et que cela vous marque, que cela vous... On l'a vu avec les vitraux, c'est vrai aussi pour toutes les formes d'art. Et puis, le monde médiéval, comme je vous l'ai dit, on peut résumer le débat sous le fait que le monde médiéval n'est pas esthétique. Il est d'abord moral. Il s'agit d'être moral, de respecter la morale chrétienne, et pas du tout de faire des entrechats artistiques, on va dire. C'est pas du tout le sujet. Et donc, c'est à travers cette pensée-là qu'on va s'aventurer vers des pratiques, vers un certain nombre de réalisations qui sont pourtant très, très fouillées, et de plus en plus. Le Moyen-Âge n'est pas une période complètement homogène, bien sûr. Il y a le Haut Moyen-Âge, il y a des évolutions qui vont aller jusqu'à la Renaissance. Et donc, le Moyen-Âge, ce n'est pas un bloc. Et forcément, les choses vont complètement évoluer. Entre l'art roman de construction et l'art gothique, vous voyez qu'il y a une grande évolution. L'art gothique sera de plus en plus élaboré, les règles vont devenir de plus en plus complexes, et les constructeurs, déjà au temps des premières abbayes et des monastères, s'inspirent des règles antiques, s'inspirent du nombre d'or, etc. Je vous conseille d'ailleurs à ce titre-là, à la lecture si vous ne l'avez pas déjà lu, ce qui serait une bonne chose, Les Pierres sauvages de Fernand Pouillon. C'est un merveilleux petit livre, en livre de poche, qui raconte l'édification de l'abbaye du Toronnet, ici dans le Var. Et, entre autres, l'histoire de son moine bâtisseur. C'est une formidable histoire qui montre bien la difficulté, mais aussi la modernité des réflexions, des calculs à faire, le mélange justement de règles fines et d'expérience, d'instinct, etc. Dieu pourvoit parfois là où la mathématique ou la logique ne pourvoit pas. Donc c'est ce monde-là qui est intéressant et qui va nous amener vers les cathédrales. Le temps des cathédrales, c'est un temps aussi où la technique, la mécanique des formes est aussi importante justement que l'inspiration divine. Donc progressivement, à travers ces temps-là, on s'achemine vers la Renaissance. Mais, j'en suis pas encore là, le beau, c'est non seulement les formes, le respect de certaines règles, mais c'est aussi un assemblage de couleurs. Et ça, c'est intéressant. Dans l'Antiquité, comme dans le Moyen-Âge d'ailleurs, on est contraint par les possibles, c'est-à-dire les couleurs qu'on peut produire ou pas. Chimiquement, mécaniquement. Qu'est-ce qu'on peut produire comme couleur? Quelles sont les couleurs qui sont possibles? Au Moyen-Âge, c'est loin d'être une période obscure, et on aime la couleur, contrairement à ce qu'on croit. Et on redécouvre maintenant que les cathédrales étaient pleines de couleurs. Les murs en étaient ornés. Il y avait de la peinture partout. Le monde médiéval lui-même est peu illuminé. Il fait sombre.
Les ouvertures sont étroites pour ne pas laisser entre elles trop de froid. Il n'y a pas de vitres, donc il y a des tentures. On bloque simplement les courants d'air par des tissus. Et donc forcément, à l'intérieur, on cherche à se calfeutrer. Peu d'ouverture, peu de lumière. Les bougies sont chères, il y en a peu. Donc forcément, on est dans un monde très, très sombre. Et en réaction à ce monde sombre, justement, l'art, le sacré, va être le plus lumineux possible. Les œuvres produites, elles, donc, sont pleines de couleurs. Que ce soit les miniatures, les enluminures, les vitraux, les retables, sont des œuvres très colorées. On cite souvent les richeseurs du duc de Berry, et là, on a des couleurs magnifiques. Des bleus profonds, des dorés, des dorures magnifiques, brillantes, etc. Et donc, tout ce petit monde-là va nous amener à étudier les nuances et les couleurs qui sont présentes. Alors, je prends l'exemple, par exemple, on pourrait faire une approche sociologique aussi des couleurs. Au Moyen-Âge, les couleurs vives appartiennent à l'Église, donc pour les œuvres sacrées, mais aussi aux riches. Ce sont les riches qui ont les couleurs les plus vives, les plus pimpantes. Et les pauvres ont les couleurs les plus fades, les plus modestes. Ça semble anecdotique, mais ce n'est pas un cliché, c'est la réalité du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est un temps long, lourd, c'est un temps qui évolue très lentement, mais les symbolismes vont évoluer en matière de couleurs du début du Moyen-Âge jusqu'à la fin. Au début, le vert et le bleu, par exemple, sont très peu prisés. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont des teintes qui sont difficiles à produire, à faire, et donc difficiles à obtenir dans un ton très pur? Ce qui fait que, en gros, on les évite. Ce n'est que vers le XIIe siècle, à peu près, milieu du XIIe siècle, que le bleu va prendre une valeur mystique. Le bleu, auquel on prêtait très peu d'attention, va apparaître justement dans les traits régeurs du duc de Berry, etc. Donc le bleu va être la couleur mystique, couleur de la Vierge, couleur des apparitions. Le ciel devient justement l'espace du sacré. Et surtout parce qu'on arrive à obtenir des couleurs vives. Le rouge est une couleur très intéressante, parce que c'est une couleur ambivalente. Le rouge, c'est la couleur des seigneurs, c'est la couleur de la puissance, c'est la couleur de la noblesse, c'est aussi la couleur de la haute église, les cardinaux, mais c'est aussi la couleur des prostituées, c'est aussi la couleur du bourreau. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est cette dualité qui existe dans le rouge. C'est une couleur complexe. Et donc, on va retrouver le rouge dans un certain nombre d'œuvres et sa signification est très claire. Quand le rouge apparaît dans certaines œuvres, c'est soit pour marquer la puissance, la virilité, etc. Parfois, ça peut marquer le péché, ça peut marquer la violence. On verra un petit peu plus tard dans des œuvres donc de Bruegel ou de Jérôme Bosch, le rouge est employé avec une grande pertinence. Et donc, le jaune. Le jaune est une couleur très particulière. Le jaune, c'est la couleur maudite, c'est la part maudite. Le jaune, c'est la couleur de la couardise. Et c'est marrant parce que c'est resté un petit peu comme ça. Un briseur de grève, on dit un jaune. Les cocus portent du jaune, soi-disant. Et donc, c'est la couleur des marginaux, des parias. Et en même temps, là aussi, il y a une dualité, parce qu'il suffit que ça vire au doré pour devenir la couleur de l'or. Et revenir vers le sacré. Donc, à peu de choses près, et selon la nuance de jaune, les mondes sont différents. L'histoire est très différente, celle qu'on veut raconter. Donc ça, c'est une chose.
Déjà, au Moyen-Âge, dans un certain nombre d'œuvres, comment est-ce que l'homme essaye d'apparaître, malgré tout, dans ces œuvres qui sont toutes en principe sacrées? Vous avez dit que c'est à la Renaissance que l'homme reprend sa place. Alors, comme de bien entendu, je vous avais dit aussi, ça ne se fait pas en un jour. Donc, cette opération de réintroduction de l'homme dans les œuvres d'art se fait bien en amont. Et déjà, quelque chose qui apparaît dans un grand nombre d'œuvres, c'est l'apparition du lait comme voulu, du lait comme mis en scène. Le lait, L-A-I-D, s'oppose au beau. Et on verra de plus en plus que dans l'art, cette dualité, cette opposition est indispensable. Il n'y a pas de beau sans laid. Une dualité intéressante. Et dans les œuvres d'art, que ce soit les sculptures, que ce soit les retables, que ce soit les enluminures, les manuscrits, de plus en plus on va voir l'apparition de monstres. Les gargouilles, souvent elles ont été créées par la suite, la faute à Viollet-le-Duc qui les adorait, mais un certain nombre de monstres qui représentent l'enfer, mais qui représentent aussi l'homme, la part noire, sombre de l'homme. Parce qu'il n'y a pas de paradis sans enfer, comme il n'y a pas de beau sans lait. Et donc, que ce soit avec Bruegel l'Ancien, et après avec Jérôme Bosch, etc., le lait est nécessaire, les monstres sont nécessaires. C'est Goya qui avait dit El sueño de la razón engendres monstres. Le sommeil de la raison crée des monstres. Et bien là c'est vrai. C'est-à-dire que, alors c'est pas le sommeil de la raison, mais dès que le sacré s'endort un peu, on pourrait dire, le monstre apparaît, l'homme apparaît. Donc ça c'est intéressant de voir que comme le Moyen-Âge a permis à cette face cachée de pouvoir évoluer à travers les œuvres d'art. Et que finalement, le laid encourage le beau aussi à évoluer, à être plus intéressant peut-être. L'hubris, on retrouve l'hubris, ça c'est bien. Alors, à la Renaissance, on va un petit peu rompre, ou plutôt on va retrouver les règles d'antan. On va rechercher une perfection qu'on avait un peu oubliée, à la fois dans la forme, à la fois dans les sujets. Comme on avait vu, on traite les choses un petit peu différemment. Et les tendances qui vont rester, il y aura toujours une part apollinienne et une part dionysiaque, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une tendance à aller à fond vers l'harmonie, vers la symétrie, ça c'est le classicisme, voire qui va évoluer en maniérisme quand c'est du classicisme exacerbé, mais avec une part d'hubris qui fera peut-être évoluer vers le baroque à ce moment-là. C'est tellement codifié, c'est tellement qu'on en vient à exploser les règles finalement à force de trop les respecter. Ça c'est une avancée très 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 intéressante aussi. Et puis on va, à travers ces différentes évolutions, on va retrouver une beauté qui va être de plus en plus complexe. Le maniérisme, finalement, c'est de chercher à l'intérieur de la forme encore à avancer une certaine perfection. Ça devient très complexe. Le baroque, c'est l'exacerbation de ces canons de la beauté. Non seulement on les connaît, on montre qu'on les connaît, on sait faire représenter à la perfection, mais justement, c'est comme si on s'ennuyait un peu de cette perfection et qu'on va au-delà, qu'on détourne. On est déjà dans un art qui détourne. Et ça aussi, c'est une approche moderne. Donc, vous voyez, déjà, dans ce beau-là, il y a tous les ferments de la modernité. La prochaine fois, on verra les évolutions plus modernes de la notion de beau. Merci les petits padawans. À une prochaine fois.